Je ne sais pas, j'ai l'impression de devenir folle. Alors s'il vous plaît, ramenez-moi ma fille. Non, pour le vendre, il doit être comme le fils de la mère. C'est une machine. Ici, où est la mère? Où est la mère en toi? Que tu ne puisses pas te réveiller et dire « Ici, mon enfant me cherche ». Une femme a été condamnée en Afrique du Sud pour avoir vendu sa propre fille de 6 ans à un sorcier. Prétendument à cause de ses yeux verts et de sa peau claire. Elle a vendu sa fille pour seulement 1 000 $ américains, soi-disant pour alimenter sa dépendance à la drogue. Mais a-t-elle vraiment fait cela à sa propre fille? Je vais vous présenter tout ce que je sais et vous me direz si vous pensez qu'elle est coupable ou si elle a été condamnée avec des preuves insuffisantes. Le 19 février 2024, tout a commencé lorsque Jocelyn Smith, une fillette de 6 ans, a été signalée disparue à Middle Pass, une petite localité de Saldanha Bay en Afrique du Sud. Kessina est loin d'être un quartier aisé. La mère de Jocelyn, Kelly Smith, dit qu'elle a laissé Jocelyn à la maison avec son petit ami Jaquen Poeta Apollos. Elle était partie travailler comme aide ménagère. Elle avait également emmené sa plus jeune fille avec elle et l'avait déposée dans une crèche à proximité. Ensuite, elle est allée faire le ménage chez un client. À la fin de son service, lorsqu'elle est rentrée chez elle, Ella Sarl a été surprise de trouver la maison vide, ou plutôt, sa petite cabane était vide. Sa fille n'était pas là, et son petit ami non plus. Elle est sortie chercher dans le quartier, elle était même allée demander de l'aide à un voisin. C'était étrange que son petit ami Apollos ne puisse pas être joint à ce moment-là. Alors, avec l'aide de son voisin, ils sont allés à la police et ont fait une déclaration. Quand j'ai quitté la maison, c'était comme tous les jours. Ils aimaient aller jouer. Ils aimaient traîner juste dans notre quartier. Il n'y avait rien de différent ce jour-là. C'était comme tous les autres jours. Donc je n'ai rien remarqué de différent. Je n'ai pas remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est seulement quand la nuit est tombée et que j'ai remarqué que ma fille ne rentrait pas à la maison que j'ai commencé à la chercher. Aux environs de 2h10, j'ai appelé la police. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé au commissariat, mais Apollos est ensuite revenu à la cabane et a dit qu'il ne pouvait pas expliquer où Jocelyn était allé. Jocelyn a été vue pour la dernière fois portant un t-shirt bleu clair, un short en jean et elle a une tache de naissance sur le bras gauche. Alors que les recherches pour Jocelyn Smith ont commencé le lendemain, des soupçons se sont également portés sur Kelly et son petit ami Apollos, car tous deux étaient plaignés connus pour consommer du TIC, une forme de crystal meth. Et, alors qu'une recherche à grande échelle a commencé immédiatement, avec des unités canines, des hélicoptères, des bateaux de secours, des bénévoles, tout le monde semblait chercher la fillette de 6 ans disparue, sauf Jocelyn et Apollos. De nombreux habitants se sont joints à la recherche et les réseaux sociaux ont rapidement relayé l'information qu'une élève de 6 ans en première année à l'école primaire d'Yasville avait disparu. Le fait d'être absent lors de la recherche de sa propre fille a clairement éveillé des soupçons, au point que des détectives de l'unité de protection de la famille, de l'enfance et des infractions sexuelles ont rendu visite à Kelly et Apollos dans leur cabane à Middle Post. Pendant que le détective Milstein les interrogeait, une unité canine a fouillé leur domicile et a trouvé quelque chose de troublant, un drap et une tête d'oreiller tachée de sang. Milstein a ensuite noté qu'aucun des deux, ni Kelly ni Apollos, n'a montré de réelle émotion lorsqu'on les a interrogés au sujet de Jocelyn. Il va sans dire qu'il est extrêmement étrange qu'une mère ne participe pas à la recherche de sa propre fille. Et ni elle ni Apollos n'ont pu expliquer la présence des draps et de la tête d'oreiller tachée de sang trouvée chez elle. Les jours passaient sans aucun signe de Jocelyn. La municipalité de Saldanha Bay a offert une récompense de 20 000 rands pour toute information. La police, les habitants locaux, même la marine sud-africaine ont participé aux recherches, mais une fois de plus, Kelly n'y a jamais pris part. Un ministre local de l'Alliance patriotique, un dirigeant appelé Gayton McKinsey, s'est impliqué. On l'a vu marcher avec Kelly, essayant de la réconforter, de lui offrir du soutien, mais aussi de réclamer des réponses. Après de nombreux jours, les habitants locaux en ont eu assez du comportement de Kelly. Ils ont carrément accusé Kelly et son petit ami d'être impliqués dans la disparition de Jocelyn. La situation est devenue si grave que la police a dû intervenir pour empêcher une foule en colère de faire justice elle-même et d'éviter un possible lynchage. Lorsqu'Apollos a finalement parlé, il a affirmé qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à Jocelyn ce jour-là. Il dit qu'il se sent mal, qu'il se sent responsable, mais qu'il n'a vraiment aucune idée d'où elle est allée. Il affirme que la dernière fois qu'il l'a vue, elle jouait dehors avec ses amis. Mais il y a bien sûr un problème ici, un problème de responsabilité.
Parce que selon Kelly, elle a laissé Jocelyn sous la garde de son petit ami, mais lui ne l'a jamais vu de cette façon. Mais il semblait que Kelly n'était pas sans ses propres défauts. À cause de son comportement après la disparition de Jocelyn, beaucoup l'ont blâmé et bien plus que son petit ami, en particulier le chef de l'Alliance patriotique Gayton McKenzie. Selon lui, quand j'ai rencontré Kelly, je n'ai pas pu dormir, a-t-il déclaré dans une publication Facebook. Je savais que j'avais rencontré une suspecte. Il a parlé du fait que, lors d'un service religieux pour Jocelyn, Kelly a été vue en train de danser, d'agir, selon les mots de McKenzie, comme quelqu'un qui prévoyait de s'enfuir. Et des commentaires comme ceux-ci venant d'un ministre influent avaient encore plus influencé l'opinion publique. Le 27 février, le ministre a organisé un direct sur Facebook et a offert une récompense de 100 000 $ pour toute information permettant de retrouver Jocelyn. Kelly est également apparue lors de ce direct, et pendant ce live, elle a affirmé qu'elle n'avait pas consommé de TIC depuis 7 jours. Il était convaincu qu'elle mentait au sujet de sa dépendance, et probablement au sujet de tout le reste également. Parce que selon lui, il n'est pas facile d'arrêter la méthamphétamine, et si cela ne faisait que 7 jours, elle n'agirait pas comme si tout allait bien sans montrer aucun symptôme de sevrage. Mais la révélation la plus choquante de toutes ces accusations concerne certaines des personnes les plus proches de Kelly, en particulier sa propre sœur, Daniels. Elle est également apparue dans ce Facebook Live et là, elle a lâché une bombe. Elle a carrément dit que Kelly avait déjà confié à quelqu'un qu'elle voulait vendre son propre enfant. Sa sœur a dit qu'elle avait appelé Kelly le 26 février vers 12h55 en ayant assez et en étant à bout et lui a carrément demandé « Où est Jocelyn ?» Selon elle, Kelly a répondu que Jocelyn est ici dans le bidonville, quelqu'un veut vendre mon enfant mais Saldana est trop énervée en ce moment. Si cela est vrai, alors c'est une information que Kelly n'a jamais partagée avec personne d'autre. Sa sœur a mentionné qu'au premier appel, Kelly semblait bouleversée. Mais quand elle a rappelé Kelly, celle-ci était joyeuse. Selon elle, Kelly lui a dit que le pasteur venait d'acheter des vêtements pour ses 2 autres enfants, Ruken et Rochelle. Mais quand Daniels l'a interrogée au sujet de Jocelyn, Kelly continuait simplement à parler des vêtements. Puis, encore plus de témoins se sont manifestés. Nico Stefan Ketse, un évangéliste de Saldana, a déclaré qu'il avait parlé à Kelly Smith plusieurs mois avant la disparition de Jocelyn. Parce qu'il venait de la même ville natale. Selon Coetzee, en août 2023, 6 mois avant la disparition, Kelly s'était confiée à lui. Elle a carrément dit qu'elle prévoyait de vendre tous ses enfants. Selon Nico, Kelly lui a dit au début de cette année-là, en 2024, que Saldana deviendrait comme une scène de film hollywoodien. Les gens chercheraient tuer son enfant, mais son enfant aurait disparu parce qu'elle l'aurait envoyé très loin. Si c'est vrai, quel genre de mère plaisante, même à ce sujet, sans parler d'y penser. Mais le plus triste dans tout cela, c'est que si Jocelyne n'était pas aimée par sa propre mère, au moins l'amie de la famille, Natacha André, était en train d'adopter Jocelyne, en raison de ce qu'elle décrivait comme une négligence grave, de mauvaises conditions de vie, et bien sûr, la consommation de drogue de Kelly. Jocelyne restait souvent chez Natacha, surtout les week-ends et pendant les vacances, y compris en décembre de l'année précédente. Natacha a même proposé d'inscrire Jocelyne sur sa propre assurance pour aider à assurer l'avenir de l'enfant. Mais l'adoption n'a jamais eu lieu. Les 2 parents, Kelly et le père biologique de Jocelyne, José, ont refusé de donner leur consentement. On ne sait pas pourquoi les travailleurs sociaux n'ont jamais été impliqués. Lorsque Natacha a appris la disparition de Jocelyne, elle a dit qu'elle était complètement dévastée. Elle se souvient que la nuit où Jocelyne a disparu, le 19 février, Kelly s'est en fait présentée chez elle tard et elle demandait des photos de sa fille. C'est étrange pour une mère de demander cela à une voisine. Et après cela, elle se souvient que Kelly n'a participé aux recherches qu'une seule fois. Avec toutes ces personnes qui se manifestaient en exprimant leurs soupçons, les choses ne s'annonçaient pas bien pour Kelly et Apollos. Mais ce qui jouait en leur faveur, c'est qu'ils ont, tous les deux, passé des tests au détecteur de mensonges et qu'ils les ont réussis. Mais malgré cela, tout le monde n'était pas convaincu. Le ministre Gayton McKenzie est intervenu. « Permettez-moi d'être clair, si vous êtes sous l'emprise de drogue, cela peut fausser le test. Votre rythme cardiaque, votre pouls, tout est déréglé. Un polygraphe et un test de dépistage de drogue ne font pas bon ménage. Tout est déréglé, ça ne devrait pas être pris comme une preuve. » Mais malgré ce qu'il a dit en public, certaines personnes ont remis en question la sincérité de Gayton McKenzie. Parce qu'il s'avère qu'il avait dit qu'il créerait une fondation pour Jocelyn Smith et qu'il y ferait don de son salaire ministériel. Mais il s'avère que la fondation n'a jamais existé.
Il a déjà été critiqué pour cela, pour ne pas avoir tenu parole, surtout que créer une fondation à but non lucratif ne prend qu'environ 2 mois. Jusqu'au 2 mars, lorsque le ministre sud-africain de la police, Peki Cili, est arrivé à Middle Pass pour rassurer une communauté bouleversée. Il s'est engagé à intensifier les recherches pour Jocelyn et il a tenu parole. Dans un champ voisin, les chercheurs ont trouvé un couteau, des vêtements tachés de sang et un drap. Mais quelques jours plus tard, la police a confirmé qu'aucun des acides désoxyribonucléiques ne correspondait à celui de Jocelyn. Une fois de plus, les gens ont remarqué que ni Kelly ni Apollos n'avaient dû participer aux recherches. Pendant ce temps, le père biologique de Jocelyn, José Miranca, a voyagé depuis le Cap Nord pour aider à chercher sa fille. Il a dit « Je ne comprends pas comment elle a disparu. Je pense qu'elle a été victime de trafic, elle est quelque part dehors. » Et puis, 2 jours plus tard, la police a annoncé l'arrestation de 4 personnes en lien avec la disparition de Jocelyn Smith. 2 hommes, 2 femmes. Parmi eux, la propre mère de Jocelyn, Kelly, son petit ami, Apollos, leur ami, Stavina Van Ryn et une sangoma ou guérisseuse traditionnelle appelée Pumza Sigarka. Les 4 ont été emmenés pour être interrogés et au cours d'un interrogatoire éprouvant de 36 heures, 2 aveux ont émergé, l'un d'Apollos, l'autre de Van Ryn. Ils l'ont avoué, Jocelyn a été vendue pour du muti ou sacrifiée pour des pratiques occultes pour seulement 20 000 rands, un peu plus de 1 000 $ américains. Dans leur déclaration, ils ont dit que c'était la mère de Jocelyn qui avait tout organisé. Elle leur a dit d'emmener Jocelyn chez Pumza Sigarka. Apollos a affirmé que Sigarka était censé le payer directement. Mais lorsqu'il a demandé l'argent, Sigarka lui a dit que l'accord avait déjà été conclu avec Kelly. L'autre personne présente, Badian Van Ryn, a ajouté plus de détails en disant que lorsqu'on a remis Jocelyn, un autre homme était présent. Il portait un t-shirt rouge, un inconnu. Le lendemain, Van Ryn est retourné chez Sigarka pour récupérer sa part promise de 5 000 rands, mais il ne l'a jamais reçue. Le 7 mars, les 4 suspects se sont présentés pour la première fois devant le tribunal de Vredenberg. Ils sont officiellement inculpés de traite d'êtres humains et d'enlèvement. À l'extérieur du tribunal, des manifestants en colère se sont rassemblés, réclamant justice pour Jocelyn. Et à l'intérieur de Middle Pass, les recherches se poursuivaient, car malgré tout, il n'y avait toujours pas de réponse définitive sur ce qui était réellement arrivé à Jocelyn Smith. Il n'y avait pas de corps et aucune réponse précise sur l'endroit où Jocelyn est allée lorsqu'elle a été remise aux sorciers. Cet homme étrange en chemise rouge qui a emmené Jocelyn n'a jamais été retrouvé, et nous ne sommes même pas sûrs s'il était réel ou simplement inventé lors de l'interrogatoire. Qu'est-ce qui aurait exactement pu arriver à Jocelyn si elle avait effectivement été sacrifiée lors d'un rituel mouti? Aussi simple que cela puisse paraître, ce sont des meurtres commis pour récolter des parties du corps humain à utiliser dans la sorcellerie ou la soi-disant médecine traditionnelle. Les sacrifices humains choisis pour ces rituels sont souvent des enfants, car ils sont ciblés pour leur innocence. Et on croit que plus la victime est jeune, plus elle est pure et donc plus la magie est puissante. Ce que je vais vous dire va être difficile à entendre, surtout si vous avez des enfants, alors veuillez avancer la vidéo. Les victimes qui subissent le rituel muti sont brutalisées de la manière la plus horrible qui soit. Les enfants sont souvent mutilés alors qu'ils sont encore vivants, car on croit que la douleur et la terreur augmentent aussi la puissance du muti ou du sacrifice. Ils sont détruits de la manière la plus horrible qui soit, et ce n'est pas une pratique rare en Afrique du Sud. En 2022, Bontemi Chayan, âgé de 6 ans, a été retrouvé assassiné et mutilé. Des parties du corps avaient été enlevées sur ordre d'un sangoma. Les suspects ont ensuite avoué plusieurs meurtres d'enfants pour le muti avec des paiements allant de 20 000 rands à 45 000 rands pour des parties spécifiques comme les utérus. Un psychologue légiste, Gérald Labouchang, qui a enquêté sur plus de 30 meurtres liés au muti, a expliqué comment ces crimes fonctionnent généralement. Il y a 3 rôles. D'abord, un client à la recherche de pouvoir, de richesse ou de protection. Deuxièmement, le sangoma qui prescrit le rituel. Et troisièmement, les tueurs qui l'exécutent. Le client paie pour le muti, mais en général, il ne se salit pas les mains, ce qui rend les poursuites difficiles. Le sangoma choisit les parties du corps en fonction du souhait du client. Plus d'argent, une entreprise plus prospère, voire rendre des criminels par balle. Les victimes peuvent être des nourrissons ou des adultes, et souvent les tueurs les connaissent personnellement, choisissant des victimes considérées comme chanceuses afin de transférer cette chance sur eux.
La plupart des guérisseurs traditionnels rejettent les meurtres rituels et beaucoup d'entre eux sont dégoûtés et rejettent même ces pratiques. Malongo Sazi, un sangoma pratiquant, les appelle pour ce qu'ils sont, des crimes motivés par l'argent commis par des sorciers et non de véritables guérisseurs. Mais des experts, comme le professeur Isaac Niehaus, avertissent que l'économie occulte, ou l'utilisation de rituels sombres pour poursuivre la prospérité, est souvent le résultat des inégalités de pauvreté en Afrique du Sud. Puis, dans un rebondissement quelque peu surprenant, le 13 mars, toutes les charges contre la Sangoma Pumza Sigake sont soudainement abandonnées. L'État a invoqué un manque de preuves, mais l'enquête n'était pas terminée. Une nouvelle suspecte est arrivée, Laurentina Lombard, une voisine de Kelly Smith, et elle a été placée en garde à vue, faisant face aux mêmes accusations d'enlèvement et de traite d'êtres humains. Avançons jusqu'au 21 octobre, quelques jours après ce qui aurait dû être le 7e anniversaire de Jocelyn, tous les accusés sont de retour au tribunal. Mais cette fois, il y a un rebondissement. L'État retire toutes les charges contre Laurentina Lombard. Pourquoi ? Parce que Lombard est désormais officiellement témoin de l'État. Pour la première fois, l'acte d'accusation complet est révélé, et c'est vraiment troublant. Selon Lombard, Kelly Smith a commencé à planifier la vente de sa fille dès août 2023. Elle aurait dit qu'un guérisseur traditionnel aimait Jocelyn pour ses yeux verts et sa peau claire et qu'il avait offert 20 000 rindes pour l'enfant. Le plan initial était de la remettre en janvier ou février 2024. Et puis, le dimanche 18 février, la veille de la disparition de Jocelyn, Kelly et sa fille ont été vues en train de marcher vers un véhicule blanc près de chez elle. Une femme est sortie, a parlé à Kelly, lui a remis quelque chose, puis les deux sont repartis. Ce soir-là, Kelly, Apollos, Van Rien et Lombard ont discuté de leur part de l'argent après avoir vendu Jocelyn. Et le lendemain, pendant que Kelly était au travail, Jocelyn a été vendu. Ce matin-là même, Kelly aurait dit à Jocelyn et à son frère qu'ils n'iraient pas à l'école parce que leurs uniformes étaient rendus sales et qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour la lessive. Kelly a mis quelques vêtements de Jocelyn dans un sac et est partie travailler, laissant Jocelyn sous la garde d'Apollos. Maintenant, pourquoi aurait-elle mis les vêtements de sa fille dans un sac si elle restait simplement à la maison ? Plus tard dans la journée, Apollos, Vandrien et Lombard fumaient de la mandragore et de la méthamphétamine dans la cabane pendant que les enfants étaient d'un présent. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là, c'est que Kelly est rentrée à la maison. Elle a pris Jocelyn et le sac déjà prêt, puis elles sont parties à pied. Des témoins affirment qu'elles ont été vues pour la dernière fois en train de monter dans le même véhicule blanc que la veille. Kelly est revenue ce soir-là et a pris le rôle d'une mère bouleversée, demandant de l'aide à ses voisins et déclarant que personne n'était à la maison et que Jocelyn avait disparu. C'est précisément la déclaration de Lombard à la police qui a fait éclater l'affaire au grand jour. Elle a décrit comment Kelly a rencontré le Sangoma en portant un chemisier vert, une jupe et un foulard. Selon Lombard, Kelly a dit qu'elle avait accepté l'accord à cause de ses propres difficultés financières, mais il est probable que ce n'était rien d'autre que pour de l'argent destiné à la drogue. Lombard a expliqué comment elle et Van Vrien devaient être payés pour garder le silence. Les 4 suspects étaient amis, profondément impliqués dans la dépendance et consommaient régulièrement du tic et du mandrax ensemble. Lombard a admis avoir menti au début, disant qu'elle était défoncée et effrayée. Mais elle affirme maintenant avoir vu Jocelyn être poussée dans cette même Volkswagen Polo blanche avec ce même Sangoma le 19 février. Mais tout le monde n'était pas convaincu par ce témoignage. Tout d'abord, tout cela n'était que des ouï-dire. C'était parole contre parole. Et c'étaient de fervents consommateurs de drogue. Pas étonnant qu'ils se soient retournés les uns contre les autres aussi facilement. Il n'y avait toujours aucune preuve concrète de l'endroit où se trouvait Jocelyn. Aucun acide désoxyribonucléique, aucune empreinte digitale, aucun signe de sa présence, rien du tout. Et puis Apollos a affirmé qu'il avait été torturé pour faire de faux aveux en mars 2024. Il aurait été battu à plusieurs reprises par 5 hommes des forces de police de la frontière maritime. Le 3 mars 2025, plus d'1 an après la disparition de Jocelyn, l'affaire a enfin été portée devant le tribunal. Le procès de Kelly, Apollos et Van Vrien a débuté à la Haute Cour du Cap Occidental siégeant à Saldanha Bay. Les 3 ont plaidé non coupables des accusations d'enlèvement et de traite d'êtres humains. Ils ont maintenu qu'ils ne savaient pas ce qui était arrivé à Jocelyn, ni où elle se trouvait. Le juge Nathan Aramis, qui préside le procès, a clairement indiqué dès le premier jour que l'affaire devait être traitée efficacement. Son objectif était de tout boucler en 4 semaines, mais il a fallu attendre jusqu'au 30 avril pour clore l'affaire. L'État poursuivant a appelé plus de 30 témoins, mais la défense
elle, n'a présenté aucun témoin de son côté. À la place, ils se sont uniquement appuyés sur le contre-interrogatoire des témoins de l'État, essayant de semer le doute sur la crédibilité de leurs témoignages. La professeure de Jocelyn Smith, Edna, était l'un des témoins. Elle a déclaré que la mère de Jocelyn, Kelly, l'avait appelé le lendemain de la disparition de Jocelyn et lui avait dit qu'un homme nigérian l'avait appelé et lui avait dit que Jocelyn se trouvait dans un conteneur sur un bateau à destination de l'Afrique de l'Ouest et qu'elle devait agir rapidement. Edna a dit qu'elle ne s'était pas manifestée plus tôt parce qu'elle avait peur que la communauté ne la tue. Mais l'avocat de Kelly a ensuite déclaré qu'Edna avait mal compris, que Kelly lui avait en fait dit qu'elle avait parlé à un médium appelé Johan qui lui avait donné cette information. Il y a eu beaucoup d'allers-retours et un grand intérêt du public pour le procès. Puis, le 2 mai 2025, enfin un peu de silence le jour du jugement, lorsque le juge Aramis a rendu son verdict final. Coupable. Les 3 accusés, Kelly, Apollos et Van Rijn, ont tous été reconnus coupables d'enlèvement et de traite d'êtres humains. Bien que Jocelyn n'ait jamais été retrouvé et qu'aucune preuve médico-légale ne soit venue l'étayer, le juge Aramis a déclaré que l'État avait prouvé son dossier au-delà de tout doute raisonnable, que Jocelyn Smith avait été échangé et que sa liberté avait été illégalement restreinte. Il a souligné que l'affaire ne devait pas reposer uniquement sur le témoignage de Loretta Lombard. Au contraire, la version de Lombard a validé tous les autres éléments de preuve. Il a également commenté la façon dont il a examiné l'indemnité de Lombard, ce qui signifie qu'elle pourrait encore faire l'objet de poursuites à l'avenir et qu'être témoin de l'État ne l'absout d'aucun crime dans lequel elle pourrait être impliquée. La communauté a réagi avec beaucoup d'émotion. Alors qu'il y avait de la joie au tribunal, il y avait aussi de la colère et la cabane de Kelly Smith a été réduite en cendres. Les habitants disent que c'est parce qu'ils voulaient des réponses. Ils ne savent toujours pas où se trouve Jocelyn, ni ce qui lui est exactement arrivé. Le verdict est tombé le même jour où le juge Aramis a prononcé une peine de prison à vie pour trafic d'êtres humains, plus 10 ans pour enlèvement. Mais voici la chose la plus étrange dans cette affaire. Le procès est maintenant terminé, les accusés sont derrière les barreaux, condamnés à perpétuité, mais aucun d'entre eux n'a craqué. Il n'y a eu aucune confession, aucun accord. Une minorité, mais tout de même quelques-uns, pensent que Jocelyn a été piégé, que toute cette affaire a été bâclée et qu'elle a tout pris sur elle. Peut-être parlait-elle de vendre notre fille, mais avait-elle vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout? Mais il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord. Drogue ou pas, son comportement après le procès est tout simplement impardonnable pour une mère dont la fille a disparu. En Afrique du Sud, en moyenne, 1700 enfants sont signalés disparus chaque année. Alors que cette affaire a reçu beaucoup d'attention médiatique, pensez à tous les autres qui n'en ont pas eu. Et tant que nous ne saurons pas exactement ce qui est arrivé à Jocelyn, cela ne ressemble pas à de la justice. Merci de m'avoir écouté les gars, ici Victor, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ah, et une chose de plus, Gaëtan Mackenzie a enfin lancé la fondation Jocelyn Smith en mai 2025.